C'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. C'est un genre reconnu pour prendre ses quartiers dans de la fiction. C'est à juste titre, alors que des écrivains donnent libre cours à leur imagination quand la muse le leur dit. Mais elles ne sont pas rares, ces œuvres dans lesquelles, quoique plongé dans une histoire dite fictive, le lecteur pourrait avoir du mal à se convaincre de ne pas avoir affaire à des faits réels. Au-delà des personnages et autres indicateurs travestis par un auteur qui n'empêche cependant pas le lecteur de situer l'œuvre dans un contexte réel qui l'aurait inspiré, il y a de ces œuvres, mesdames, messieurs, qui rendent difficile la perception des frontières entre le réel et l'imaginaire. Et pour en parler, nous convoquons à la barre, si je peux me le permettre, un roman, Intifada des feuilles mortes. Il est signé de Stephens Aplogan, que je reçois pour vous dans cet entretien. Bonjour Stephens Aplogan. Bonjour, cher ami. Pour me résumer à votre présentation en l'Odyssey Carte, en 4e de couverture, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, essais, biographies et romans, dont Le sarcophage des mutilés. Stephens, vous avez fait vos humanités à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Institut pontifical Jean-Paul II à Cotonou au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, une intifada, ou si vous voulez, une révolte qui se déroule d'abord en République du Bénin, pays qui est loin d'être imaginaire. Une autre qui secoue la République fédérale du Nigeria, ce n'est pas aussi imaginaire, et qui aboutit à la création de la République du Biafra. J'allais oublier de préciser que la révolte donc, en terre béninoise avait permis de renverser un président que vous avez appelé dans votre œuvre Solstice Hamelon, et qui a permis la prestation de serment d'un certain Justinien Job Prosper et Fibolé comme président de la République, serment reçu par le constitutionnaliste et agrégé des universités, le professeur Frédéric Joël Laïvo, président d'une cour constitutionnelle ad hoc. Je ne vais pas oublier de dire que le nouveau président de la République donc, du Bénin, dans votre roman, a comme collaborateur, entre autres, mes confrères Deogracias Kendoro, Kazemi Kokou, directeur des relations publiques, et j'en passe. Stéphane Zablogan, sommes-nous toujours dans l'imaginaire, dans Intifada des feuilles mortes? Bien sûr, nous sommes toujours dans l'imaginaire. Il n'y a pas de frontière entre le réel et la fiction. Il y a plutôt une relation à la fois pragmatique et cognitive. Et donc, l'imaginaire est un champ vaste où toutes les cultures peuvent porter. Donc, un auteur peut mettre tout dans son livre. Et l'imaginaire est un champ de culture qui permet, je le répète, de donner corps à l'impossible. Ce qui est impossible à l'œil nu, ce qui est impossible au regard du raisonnable ou du contextuel, peut devenir possible quand on va mettre en place tous les outils, les instruments qu'il faut. Et voilà, donc dans Intifada des feuilles mortes, qui est une ode pas à la révolte, mais c'est une façon de consigner tous les faits que nous traversons, de questionner l'histoire, de questionner la sociologie et de porter un regard sur l'anthropologie politique, culturelle, et en même temps d'interroger quelques points de l'histoire qui sont restés en suspens, dont la question de la sécession du Biafra, qui est revenu dans le livre et qui, plus ou moins dans le champ du possible, a tenu ses promesses. Voilà. Il y a des auteurs qui préfèrent, quand ils veulent rester dans l'imaginaire, jusqu'au nom des personnages, garder des noms qui sont fictifs, inventés, des indicateurs de lieux, des lieux qu'on connaît. Je ne vais pas en donner d'exemple ici, mais vous, dans votre ouvrage, comme je le disais aujourd'hui, tout à l'heure, c'est qu'il y a des lieux que nous reconnaissons, la prison civile de Missérété, des quartiers de Missérété, des quartiers de Porto Novo, la capitale du Bénin, des quartiers de Cotonou, des noms de personnes que nous connaissons. Pourquoi avoir choisi ce mélange, si je peux ainsi me permettre, et ne pas rester dans l'imaginaire jusqu'au nom? Il y a des auteurs qui sont imprudents. Il y a d'autres qui sont prudents.
Est-ce que de ma part, c'est de la prudence, de l'imprudence, je ne saurais le dire. C'était simplement une occasion de faire un clin d'œil à des gens que j'estime, des gens dont j'épouse plus ou moins, je ne dirais pas le combat, étant donné que je ne suis pas dans le secret de ce qu'ils font réellement comme combat, mais les engagements pris de l'extérieur. La dynamique peut paraître intéressante et au regard de cela, s'il faut leur faire un clin d'œil ou en griffe les célébrer ou les exhorter à ne pas se décourager ou à ne pas laisser s'étioler la flamme, ben voilà, on peut leur faire un clin d'œil comme un musicien ferait un clin d'œil à un mélomane ou à un de ses soutiens. Bien entendu, moi je n'ai pas de soutien dans le cas du livre. Voilà, donc c'est une inspiration qui est venue et j'ai voulu plus ou moins donner corps à certaines amitiés, les matérialiser autrement. Ça peut être imprudent, mais c'est quand même du règne du fictionnel. Dire que vous n'avez pas de parti pris, vous le disiez tout à l'heure qu'il y a peut-être des amis, il y a des amis à qui vous avez fait coucou, oui. Votre manière à vous de coucou, par exemple, de les citer dans votre ouvrage, d'épouser peut-être les combats qu'ils mènent de loin que vous ne connaissez peut-être pas. Oui. Est-ce votre parti, votre manière à vous de prendre parti, je vais dire, pour des événements par exemple qui sont déroulés en République du Bénin, puisque vous avez cité le pays, 1 mai et 2 mai, vous avez cité ces dates dans votre ouvrage. Voyez, Intifada des feuilles mortes célèbre les marginaux. Nous sommes en train de mettre en lumière plus ou moins ces souffrances qui n'ont pas de nom, qui ont peut-être de paternité, mais les victimes collatérales qui ne sont jamais connues, qui ne sont pas célébrées, qui ne figurent pas au compte d'un procès verbal. Quand il faut célébrer les martyrs, ces anonymes, c'est à eux que nous avons plus ou moins essayé de donner corps dans ces livres. Ce sont des événements malheureux. Je ne situe pas la paternité, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce sont des événements qui ont eu lieu. Et il faudra que demain, la postérité, en s'informant sur ce qui s'est passé, entre-temps, puisse se dire, ça ne vaut pas la peine de brûler et de mettre en cause l'ordre établi de façon accidentelle, du moins sans prendre réellement la mesure des choses, sinon conduire une dynamique pacifique, mais qui permette réellement de préserver la paix, la sécurité des marginaux. Parce que quand ça commence, c'est souvent les marginaux qui payent le lourd tribut. Je vais vous citer dans votre ouvrage, vous n'attribuez pas, ce n'est pas un dialogue, c'est vous qui écrivez, Stéphane Saplogan. Je cite, mesdames, messieurs, Solstice Amelon a instauré la pensée unique et punissait de mort violente toute contradiction qui aurait pu éclairer. Lui-même, à la tête d'une cohorte de parvenus auxquels il devait une quelconque faveur, au nom de services rendus ou par amitié, a érigé la brutalité en loi. Le soutien de ses avocats personnels, promus ministre de la Justice et président d'institution, donna une sorte de caution à son entêtement. Puis un soir de 2 mai, tout s'écroula autour de lui, jusqu'à son excès de confiance en lui-même. En République du Bénin, dire ça, on aurait attendu de vous que vous soyez si prudent comme d'autres en disant que, bon, les faits abordés dans votre ouvrage ne sont que pure fiction et que toute ressemblance à des personnes ou faits qui ont existé ou auraient existé ne sont que pure fiction. Est-ce votre manière à vous d'assumer ce que vous dites, Stéphane Saplogan? Je pense que jusqu'à preuve de contraire, nous restons dans un pays de libre pensée, de libre expression. L'interprétation des faits peut paraître un peu excessive, parce que nous sommes contemporains des faits que je suis en train de relater. Donc le coefficient de choc que vous pouvez ressentir en lisant cela, c'est dû au fait que vous êtes informé de ce qui s'est passé, vous êtes dedans. Donc il y a un parallélisme entre cette réalité et la psychologie à laquelle ça renvoie. Maintenant, ce ne sera pas le même rendu, la même sensibilité pour quelqu'un qui d'ici 15 ans, 20 ans, lira cela. Et ce que je suis en train de dire, j'ai écrit pour la postérité, pour que demain, ceux de demain comprennent que nous n'avons pas besoin de certains essais de zèle, ainsi de suite. Je n'ai pas fait intifada pour ceux d'aujourd'hui. C'est justement pour ça que j'ai consigné dans ce livre des quartiers, des villes qui
avec la dynamique du changement aujourd'hui, peuvent ne plus ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est une façon de consigner au profit de la postérité du futur tout ce que nous vivons aujourd'hui, de bien comme de mauvais. Et donc, les artères illuminées, tout ce que j'ai mis comme agrégat qui peut justifier un changement physique de Cotonou, de Porte-Novo, ainsi de suite, c'est toujours au profit du même gouvernement ou de la même logique, vous voyez. Donc, un écrivain, un auteur est sans chapelle. Il dit ce qu'il voit, il dit ce qu'il ressent, et il fait communier les lecteurs et les sensibilités à ce qu'il a vu. Donc c'est mon travail, comme un chirurgien qui pourrait faire fi de la douleur d'un patient et rafistoler sa chair. C'est le même exercice, c'est sans passion. Une photographie du présent, j'allais dire, pour la postérité. Vous l'avez dit, oui. Intifada des feuilles mortes. Et ici, il y a 2 révoltes pour ce que j'ai lu dans le livre. Donc, une révolte au Bénin, entre le 1er et 2 mai, et ensuite, et puis une révolte du côté de la République fédérale du Nigeria, qui, de façon imaginée dans votre livre, a abouti à la mise en place de la République du Biafra. Et parlant de révolte, ce n'est pas qu'une photographie, je trouve, s'il fallait résumer l'intifada dont il s'agit dans le livre, vous avez tiré quand même une leçon, si je me permets de citer ces 2 parties. D'abord en page 43 où vous dites « Qui doit à un peuple silencieux le rembourse à un diable qu'aucune libation ne t'ait dit. L'heure des justes approchait. Qu'on ne s'imagine pas que les feuilles mortes n'ont pas de destinée. En se déchaînant de la soumission, elles se parent autrement pour être des anges qui dans le ciel quêtent les malheurs du monde pour les offrir au vent, qui sait tout, voit tout, est en tout et qui vivifie chaque atome et molécule qui font la vie en tout et partout. Le réveil couvre sous le plumage des égarés. Je vais aller à l'avant-dernière phrase de votre livre qui, pour moi, va dans ce sens. Vous dites, au niveau de cette avant-dernière phrase, « Les grands bouleversements naissent souvent de simples gens ». Est-ce une mise en garde que vous pensez à ceux qui dirigent? Non, si vous le prenez sous cet angle, ça semble comme une colle. Voilà. En réalité, ce n'est pas une mise en garde. Je vous dis, je vis un temps présent, mais je me projette dans un futur. Stéphane Sablogan, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Saturnaire. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir pour moi de l'avoir conduit. Le programme se poursuit sur CK TV.